Voilà. Alors, comme d'habitude, eh bien, on commence par euh, un brainstorming sur le film où on s'engage à ne rien dire, Christian et moi, euh, pendant au moins une demi-heure, là. Quelles sont vos impressions? Quels sont les moments particuliers qui ont retenu votre attention, les personnages, enfin les détails, tout est bon, il n'y a rien à acheter, quoi. Allô, Borhan. Ben, un petit feeling général que j'ai eu, mais je ne sais pas si les autres ont senti ça, c'est que si je compare au documentaire de Gilles Carle, qui avait l'air plutôt d'un film que d'un documentaire, ce film-là, moi, j'ai eu plus le feeling que c'était un documentaire. Je trouvais que c'était un peu didactique, même si c'était fictif, là. La façon qu'on nous présentait, qu'est-ce que c'est que l'intimidation, la cyber-intimidation, ça, c'est... Bon, peut-être que je n'étais pas dans le mood, je ne sais pas. Ça m'a Non, donné si je cet peux me effet-là. permettre, il y a une raison très précise à ça, parce que ça a l'air d'être un film de commande pour une formule précise, quand même un nom en anglais, un After School Special, hein. Moi, je l'ai vu hier, avant-hier en anglais, et puis Ah, tu voyais même le sigle ABC Family, hein, une chaîne dédiée à la famille, des choses qu'on voit en famille pour l'édification des enfants, tu vois. Donc, il y a une sorte ah, de formule dans laquelle il est entré, tu vois. ah, bon, mais je n'étais pas trop à Euh, côté dans ce cas-là. Ça devient tout à fait évident vers la fin, là, où Oui, tous les enfants, tous les jeunes oui. la thérapie, là, donnent tout leur élément d'information. Puis, bon, Moi, ce que j'ai bien aimé dans la thérapie là, que les jeunes suivaient, c'était on leur parlait pas tellement, mais on leur disait défendez-vous, soyez forts. Je trouvais que c'était pas si mal. C'est-à-dire oser nommer directement entre guillemets, les agresseurs, parce qu'au fond, c'est une agression qu'elle a subie, cette petite fille-là, cette jeune. On leur dit défendez-vous, quoi. On leur fait pas de grands discours. On leur dit bon, osez nommer ce qui doit être nommé, quoi. Je trouvais que c'était pas mal parce que quelquefois les grands discours, bon ben les jeunes ils écoutent pas simplement. Bon, je vais Moi y je l'ai aller. regardé. Ah pardon. Non, non. C'est bon. Non, mais moi, j'ai accroché sur la justification de la fille. euh, Pourquoi elle a agi comme ça, là, celle qui a inventé un personnage. Je trouvais que sa justification était pas réaliste. Mm. Tu sais, je veux dire, tu peux pas agir de cette façon-là parce que je voulais la protéger d'un autre gars. Tu sais, je trouvais que ça avait Ouais, ni queue ni tête. Bon, c'est mon opinion. Ouais. c'est un peu surprenant, oui. Oui, ça colle pas, là. Presque inutile dans le film aussi. Mais la démarche était assez originale, mais ce qu'elle a dit comme raison, pour moi, ça se peut pas. On sent que c'était plus une question de rivalité, on dirait, parce que elle parlait de qu'elle était sortie avec un ami je sais plus comment il s'appelle là, Scott ou quelque chose comme ça. Et on dirait qu'elle était un peu jalouse du fait que elle s'attache à quelqu'un d'autre que elle, ou ça, c'était pas clair, mais on sent que c'était une question de rivalité, quoi, plus que de protection. C'est ça.
Hmm. Moi, il y a deux points qui m'ont attiré. En fait, la rivalité entre les filles, puis aussi la rivalité entre le frère et la sœur au début du film. Après ça, il y a comme quand elle a appelé son papa, c'est comme si elle cherchait un genre de protection, alors que elle avait coupé la relation avec son père parce que il a quitté leur maman. Mais après ça, quand elle avait besoin de lui, elle avait besoin de protection peut-être parce qu'elle était dans la crise, elle est partie l'appeler. Oui. Bah, je suis pas sûr qu'elle avait coupé avec son père. Les parents étaient séparés. Bon, on ne sait pas trop si elle avait vraiment coupé avec son père. Est-ce que c'est, je me Parce rappelle que, plus si c'était dit dans le film, oui. Oui. oui, parce que moi, je me rappelle quand elle l'a appelé, Ok. elle a dit, ne pense pas que j'en veux de toi ou quelque chose comme ça. Ok. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il y a un élément qui est quand même, il va falloir qu'on travaille cette affaire-là parce que c'est intéressant. C'est quand même qu'à un moment donné, la maman voit bien que là, elle est terriblement affectée par l'intimidation, fait qu'elle y coupe l'accès. Puis elle cherche absolument à emprunter le téléphone des autres pour essayer de continuer à aller voir qu'est-ce qu'on dit sur elle. C'est comme une espèce de... Elle s'est brûlée, puis elle veut retourner se faire brûler constamment. Ça, c'est quand même... puis je le comprends d'une certaine façon. C'est comme... C'est mauvais de faire ça, mais en même temps, l'envie de... Mais qu'est-ce qu'ils disent de moi, là? C'était particulier, ça. Que ça l'amène de plus en plus à être terriblement traumatisée, traumatisée, puis elle ne peut pas s'empêcher d'y retourner. Bah, justement, moi, je rejoindrais ça aussi, ce que tu dis, Hélène, là-dessus, de ce mécanisme-là qu'on peut voir avec bah, malheureusement, l'ère du temps et les réseaux sociaux qui sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça s'arrête pas, en fait. Il n'y a pas Et malheureusement, les personnes qui vont être dans ce cycle-là, elles vont pas s'empêcher de revenir dessus et de relire les messages de- Et après, il y a un personnage qui m'a intéressé. Enfin, il est présent tout le long du film, mais on n'a pas trop d'éléments de plus. C'est le personnage un peu. Enfin, je vais prendre une caricature, mais du coup, ce film était un peu poussé dans les caricatures des films américains. Ça m'étonne pas que ce soit un NBC Special Family, enfin, parce que ce serait vraiment la caricature du film américain où tout est beau, tout est gentil à la fin, et ils vont même créer une loi. Enfin bref, on est poussé à l'extrême. Euh, de ce personnage de vilaine, de Lindsay, qui, au final, à la fin, tout le monde se met contre elle finalement parce que c'est elle qui a déversé un peu trop de haine là-dessus. Mais moi, il y a un clic dans ma tête qui s'est fait sur ce personnage-là au final on s'est jamais vraiment attaché à peut-être qu'il y a sa mère qui est décédée là, qui a joué là-dedans, au fait que ce soit je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et son père, là, qui la défend par le biais de la loi et de l'amendement. Elle a le droit de dire ce elle peut dire ce qu'elle veut, ma fille, c'est le premier amendement des États-Unis. Donc, Oui, ouais. Ce ouais, ça personnage-là, il aussi. m'a beaucoup intrigué. Mm. Ben, l'avocat, il défend la liberté d'expression, hein. C'est- Ça veut tout dire, quoi. Enfin, ça clôt le débat avec la mère de la fille. Moi, je défends la liberté d'expression, donc, au fond, ma fille peut dire ce qu'elle veut. Oui. C'est ça, elle est libre. Ouais, parce qu'ils ont voulu montrer l'impunité de ces gens-là au début pour ensuite, à la fin, dire, comme a dit Benjamin, finalement, on a fait une loi et puis là, les choses vont changer à partir de maintenant.
Ouais. Oui. Et puis c'est pas parce que ce film-là est pas, enfin, est récent, mais pas si tant que ça. Je crois que c'est 2010, je crois, de mémoire. Voilà. Oui, 10. On peut voir qu'on est quand même dans la première partie voilà, de ce qu'on peut voir maintenant qui est beaucoup plus développé et qui résonne encore de la même manière, en fait. Le schéma, il est toujours pareil. Même si les réseaux sont différents, même si c'est des autres noms, même si c'est d'autres, le schéma est toujours pareil et un peu plus virulent peut-être maintenant, mais c'est déjà une problématique qui était déjà ancrée à cette époque et peut-être même encore avant 2010, hein, parce que Mais bon, je- si c'est apparu à la télé pour faire un peu de la sensibilisation, c'est que c'était vraiment quelque chose déjà d'ancré. Et, et ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu qui s'appelle Le syndrome du selfie. Et en fait, c'est un livre qui parle justement de ces adolescents qui se servent Enfin, il y a même un moment dans le livre où il parle d'Instagram, d'un des réseaux sociaux qui serait le prolongement du moi de ces adolescents-là. J'ai trouvé ça fascinant. Euh, mais ça m'a fait penser beaucoup à ce livre-là, enfin, les réseaux sociaux et l'image qu'on a de nous, l'image qu'on veut donner, et à quel point ça peut nous affecter et devenir une réalité alors que toutes les choses qui sont dites sont pas vraies au final. Donc, c'est ce qui est arrivé avec cette jeune demoiselle. Elle a réussi à avoir une mauvaise image d'elle-même alors que tout ce qui a été dit au final, c'est soit bah, finalement son ami qui a marqué des choses qui n'étaient pas vraies, et puis les commentaires et les vidéos qui ont été créées, un peu un cercle négatif, quoi. Mais c'était intéressant de voir que ça résonne malheureusement encore à cette époque-là. Maintenant, 15 ans plus tard, c'est encore la même histoire, quoi. Donc, C'est-à-dire, c'est la soumission aussi au regard de l'autre, quoi. C'est l'autre qui décide qui je suis. Comme ça, en une minute. C'est la Ouais. rapidité avec laquelle l'influence avance, quoi. C'est ça aussi. En même temps, l'autre aussi, on peut lui donner l'image qu'on veut de nous à travers les réseaux. Oui, c'est vrai. Oui, bon, écoutez, si pas d'autres commentaires, on peut briser notre engagement de silence. Et- Ouais, c'est vrai que c'était un film très didactique, là, qui était même un peu plate, là, mais en y regardant bien, il y avait quand même des choses à en tirer finalement, hein. Euh, je dirais que la sortie dans le monde de l'informatique, alors qu'on est dans le cocon familial,
bon, c'est le thème général, mettons, mais tout le dispositif qui fait que la sortie se fait, bon, n'a pas forcément un rapport avec l'informatique, hein. C'est comme bon, la jalousie du frère qui met des pots de banane, et puis la jalousie de la copine qui met elle aussi des bombes, pratiquement, d'une violence inouïe pour une amie, une meilleure amie. C'est quand même impressionnant comme violence, hein, Et mettons que on a l'impression qu'il y a surtout des rivalités de femmes pour un homme. C'est-à-dire que la fille qui s'appelle, comment elle s'appelle? Tout à coup, j'ai un blanc. L'héroïne, comment elle s'appelle donc? Tania Hein? Taylor. Taylor, oui. Taylor, voilà, c'est ça. Alors, l'héroïne Taylor, elle, au fond, le nœud de l'action, c'est qu'elle s'est fâchée avec son père, elle lui a dit, je veux plus que tu m'appelles, c'est fini. Et l'action se déroule suffisamment longtemps pour que elle finisse par dire à peu près au milieu du film, s'il te plaît, papa, euh, appelle-moi, c'est pas vrai que je ne voulais pas entendre parler de toi, etc. Euh, donc, le film, au fond, lui a permis de reprendre contact avec son père, finalement. Et, euh, et sa copine, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, non, c'est pas Samantha. Oui, c'est Samantha. Euh, Sa copine Samantha, elle est furieuse parce que euh, elle est en train de communiquer avec Scott. Et ça, euh, elle a monté tout ce truc pour l'empêcher de communiquer avec Scott. Et, donc, si on identifie Samantha à la mère de Taylor, on, on pourrait imaginer que entre la mère et la fille, il y a une problématique par rapport au père, à savoir que la mère ayant divorcé, euh, elle ne peut plus parler à ce bonhomme, elle ne peut plus parler à son mari, et sa fille, euh, elle est embêtée à l'idée de parler à son père, même si elle est très attirée. Et bon, en voulant parler à Scott, c'est comme si elle exprimait le désir de parler à son père, et sa copine joue le rôle de sa mère qui l'empêcherait de parler à son père. C'est à peu près comme ça que je verrais l'analyse de ce film. Je- que la mère et la fille sont euh, prises dans un rapport différent par rapport au père. Une est l'ex-épouse et l'autre est la fille. Donc, leur statut est différent, mais toutes les deux sont des femmes et toutes les deux
peuvent être bon, jalouses l'une de l'autre. Si une a quelque chose que l'autre n'a pas, même si elle n'y a pas droit, Donc, disons que c'est comme ça que je verrais, même si c'est pas très excitant comme interprétation, là, mais c'est, c'est comme ça que je verrais les choses à ce niveau. Ouais. Il y a aussi que Samantha et la mère occupent aussi la même case de protectrice. Hein. Les deux se précipitent quand elle essaie de se suicider, mais pendant le film, elles ont toutes les deux la prétention de protéger Taylor d'elle-même. Ça. Et c'est toutes les deux qui se précipitent quand elle menace de se suicider. Oui, oui, oui. Bon, mais il faut aussi mentionner quand même sonder les vrais motifs de Samantha ici, là. Hein. Moi, je n'avais même pas noté son explication officielle. Moi, c'est tout à fait évident que, en fait, c'est une rancœur qui est due au fait que elle ne digère pas que Taylor se soit moqué d'elle à propos de ce gars qu'il avait séduit puis qu'il avait lâché une fois qu'ils avaient couché ensemble. Puis elle projette ça sur Taylor comme quoi ça, c'est la même chose qui va arriver avec Scott. C'est un genre de jock qui va faire la même chose. Donc, elle essaie de mettre Taylor à la même enseigne qu'elle. Puis elle se point très sensible. Et puis, c'est comme si elle projetait d'avance sa mésaventure sur Taylor. En même temps, elle ne pardonne pas à Taylor d'évoquer ça comme quelque chose que, bon, qui est pas pire, au fond, qui est pire que ce qu'on peut lui reprocher à elle. Hein? Donc, il y a quelque chose de très sensible chez elle pour son ego qui la motive à carrément euh, créer, en fait, créer le genre de personnage contre lequel elle voulait mettre en garde Taylor. Hein? Elle devient elle-même ce personnage, hein, comme si c'était euh, un wish fulfillment, là, qu'au fond, il y a une part d'elle-même qui veut que le même malheur arrive à Taylor, même si c'est sous prétexte que pour l'en protéger. Il y a quelque chose Oui, d'ambivalent, là. ouais, c'est ça. Parce que c'est bien souligné dans le film comment elle réagit à la réplique de Taylor en la jetant en dehors de son auto. Hein. Alors même Cheyenne est révolté. Voyons, tu veux rire. Mais il y a quelque chose d'absolument extrême, déjà qui nous met sur la piste. Voilà. Elle va faire des choses extrêmes. Puis il y a ce truc, quand la mère dit, donc il y aurait quelqu'un qui a pris une fausse identité pour pouvoir torturer ma fille, Ah, alors qu'elle, est-ce qu'elle est là, Samantha, quand c'est dit ça? elle le dit à Samantha. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est pas ça? Elle le lui dit à la porte de la chambre où Taylor est hospitalisé. Mon Dieu. Ouais. Alors, j'imagine que c'est ça qui commence à mettre sa conscience en branle, là, l'autre. Là, mais... Voilà, c'est ça. Bon, disons qu'on trouve aussi la même structure là qu'on a vue dans tous les autres films de quelqu'un qui est enfermé avec un des parents sans pouvoir communiquer avec l'autre parent. C'est un truc qu'on a vu systématiquement dans tous les films. Et là, c'est un peu la même chose, à part que Taylor n'est pas un bébé qu'on va avorter. Taylor est une jeune fille qui peut plus communiquer avec son père.
qui trouve difficile de communiquer avec son père. Et l'INSEE aussi, elle est avec un parent et pas deux. Mhm. Euh, Samantha, je sais pas. Cheyenne, je sais pas. Samantha, elle a ses deux parents, mais à un moment dans le film, on voit qu'ils filment, qu'elle rentre chez elle, sa mère dort, elle veut aller voir son père, il est sur l'ordinateur au bureau avec des coups de téléphone. Donc, des Oui, parents qui sont là, mais Voilà. voilà. parents très occupés. Au fond, la problématique de Binamé, c'est comment retrouver le contact avec l'autre parent quand on est enfermé avec un des parents. C'est comment ne pas mourir avorté, comment... Oui, mais tu parles du bébé avorté, mais moi, c'est drôle, je pense surtout à la fille qui essayait de communiquer avec sa mère, là, hein, dans Eldorado. Oui, Sa mère morte. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est celle qui résout le problème en devenant mère elle-même. mère célibataire. Oui, oui. Mhm. Oui, c'est comme ouais, des stratégies pour retrouver le parent perdu par des moyens détournés. Oui. Et on dirait que comme les choses se présentent, c'est comme si le divorce des parents était comme une perte de moyens de protection, une perte de bouclier. C'est comme si tout à coup le divorce des parents mettait les enfants à la merci de toutes les mésaventures de la vie sans protection. Ouais. Comme si être seul avec un parent était dangereux. euh, Dangereux aussi bien parce qu'on n'est pas protégé face au monde, mais dangereux aussi parce que on peut on peut ne pas être protégé contre le parent avec lequel on est coincé. Et Oui, au fond, Taylor se sent un peu coincé avec sa mère qui lui défend longtemps l'accès à l'Internet, qui prétend le réguler. C'est pour ça il y a un relâchement de pression, elle se lance tête baissée sur les réseaux sociaux. ouais, sans protection.
à partir du moment où elle lui achète l'ordinateur. Parce qu'au début, on parlait beaucoup de protection quand elle avait l'ordinateur familial. Je sais plus ce qu'il disait, mais des logiciels qui surveillent ou qui protègent. Et à un moment où c'est son anniversaire et puis elle lui achète l'ordinateur portable, c'est là que les règles sont un peu plus les mêmes. C'est ça, à 17 ans, parce qu'elle a eu 17 ans. Mm. Donc, elle est lancée dans le monde et Ouais. Avec l'enjeu aussi du père qui contacte ou pas. Et c'est un peu en même temps, ces deux choses-là. Parce que c'était son anniversaire, alors il était censé la contacter, et puis, c'est vrai, c'est vrai. vraiment, Donc, la question du contact avec le père est vraiment cruciale. Mm. Et finalement, il n'apparaît pas du tout dans le film. Et il me semble qu'il ne l'appelle pas à aucun moment. Bah, il l'appelle quand elle l'appelle juste avant sa tentative, je crois. Et lui, finalement, il la rappelle après sa tentative de suicide. Ah, j'ai oublié ce passage, ok. Ouais. C'est après son traumatisme, là, après. Oui, quand le psychiatre est mêlé à l'affaire. Hein, Ouais. Je me demande si c'est après ou qu'elle va dans la thérapie de groupe. Il me semble ouais. que c'est après l'appel du père. Ah, d'accord. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'analyser la dernière partie du film parce que je l'ai vu une fois et demie et pas deux fois. Euh, bon, ce qui se passe dans la thérapie de groupe, je sais pas quoi en penser. On dirait que c'est comme une façon de dissoudre un peu l'agressivité qu'il pourrait avoir en retour. Parce que j'ai l'impression qu'ils insistaient beaucoup sur qu'est-ce qui peut être fait quand ils sont victimes de ça. Et puis, ils étaient un peu tous en train de dire qu'ils avaient envie de se venger Ouais. directement de ce qu'ils subissaient. Puis le psychiatre, il l'orientait un peu dans d'autres voies. Je sais plus c'était quoi les voies là, mais Et toi, un peu plus pacifique, je sais pas. j'ai l'impression. Mais il y avait aussi, moi j'ai eu l'impression que ça servait aussi à nous montrer le côté un peu encore didactique du film, là, c'est-à-dire voici les sortes d'intimidation qui existent, là, parce que chacun raconte une c'est son apparence, l'autre c'est parce qu'il est gay, donc il nous montre les thématiques sur lesquelles le monde se font intimider, là. Il y a ça aussi. Bien, la vérité, moi, je me serais attendu à ce que le film se joue dans un combat avec Lindsay, l'intimidatrice, tu sais. Mais là, tout à coup, choup,
il te sabote ça en mettant Samantha. C'est- c'est- Ben, Lindsay, elle y goûte quand même à la fin, là, hein, au ouais, fond, c'est elle qui ameute les gens contre le bouc émissaire, puis à la fin, c'est elle qui devient la victime consensuelle, hein, des justiciers qui n'osaient pas parler tant qu'ils avaient peur de la foule. Là, ils s'aperçoivent tout d'un coup, c'est eux la foule. ouais. Ça me rappelle un film américain aussi, où c'était une école, un pensionnat, et où il y avait une très grande majorité de blancs avec un ou deux, trois noirs. Et puis, sur la porte du- d'un des pensionnaires noirs, il y avait des messages racistes qui étaient sans cesse collés. Et puis, bon, tout le film avance, puis avance avec le tempo qui s'accélère et tout ça. Et puis, à la fin du film, tout à coup, on apprend que c'est l'étudiant lui-même qui se mettait à lui-même les, les messages racistes. Je me suis dit, merde, alors, on s'est fatigué tout ce temps-là pour voir ce film et on a ce résultat un peu médiocre. Mais bon. Je pense que Rania et Boran sont un peu perturbés. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une guêpe qui est rentrée dans votre bureau? Puis Non, en fait, c'est une abeille qui vient consulter. une abeille. Une abeille. Elle a l'air perdue. J'ai bien compris le langage non verbal. Il était là. Oh, 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 oh. Ils n'ont pas écouté ce qu'on a dit. Elle est partie, là. Non, elle est encore là, Elle est dans les... quelque part. Ben, c'est que j'ai un laurier là qui fleurit toute l'année. Peut-être Hmm. pour la belle, Il attire les pollinisateurs. c'est ça. Il est collé à la fenêtre en plus, ça. Ouais. Mais ça amène à souligner qu'en fait, des ados en ligne, c'est un peu comme des abeilles qu'on vient déranger, hein. Ils ont une sorte de comportement agressif de masse, là, hein. Dès que quelqu'un se montre vulnérable, toutes les seins vient piquer à mort, là, vient s'acharner sur la victime, hein. C'est ça, bon, c'est des comportements mimétiques de foule, etc., qui sont d'autant plus exacerbés par l'espèce de semi-anonymat, parfois complet anonymat des réseaux sociaux. Et puis en plus, par l'âge adolescent, où tout le monde essaie à la fois d'entrer dans le groupe et de s'en distinguer pour mieux y entrer, mais de façon favorable, avec toujours la crainte d'en être expulsé puis de devenir le souffre-douleur, hein. C'est un univers euh, où le moi se construit dans une atmosphère euh, sociale extrêmement chargée par les narcissismes en compétition qui se muent presque instantanément en impulsion de foule contre un bouc émissaire. Oui, bien sûr. Mais regarde, moi, je suis pas loin de penser que le, le droit qu'ils ont d'avoir des armes fait partie de ce système-là et le droit qu'ils ont de dire tout ce qu'ils veulent selon le deuxième amendement est aussi une arme qu'ils ont le droit de dégainer quand ils veulent, tu sais, ce qui rend leur vie particulièrement dangereuse. Écoute, on ne peut pas dire que... On dirait qu'ils vivent tous
avec des parents divorcés, mettons, hein. Alors que nous, au Canada, on vit avec des parents qui sont encore en couple, avec avant on avait une reine, maintenant on a un roi qui nous protège avec son sceptre et sa couronne. Mais eux, les pauvres, leur deuxième amendement Ben, demande. c'est très drôle, les amendements, parce que celui sur la liberté de presse et de parole, c'est le premier, hein. Et celui qui est invoqué pour les armes, c'est le deuxième. Alors, ça montre leur priorité. Je pense qu'il y en a presque une vingtaine d'amendements, hein. Alors, c'est les deux premières choses qu'ils ont pensé en essayant de corriger leur constitution au tournant du 19e siècle. Ah, c'est ça, les amendements, c'est des corrections ultérieures. Ben oui, OK. c'est comme des principes directeurs qui surplombent, qui sont au-dessus des lois, hein. Alors, si on les invoque, c'est une sorte d'arme suprême contre les lois. Si on, ou contre, on invoque ça comme une instance supérieure aux lois ou aux prérogatives qu'on pourrait invoquer par ailleurs. C'est des principes. Parce que toute l'idée, c'est de protéger les prérogatives de l'individu, hein, souverain. Puis voilà, on l'a muni d'armes contre la société, quoi, d'armes constitutionnelles. C'est drôle, la façon dont c'est montré, c'est tout à fait clair quand l'avocat évoque le premier amendement, c'est un droit à l'irresponsabilité, au fond. Parce que un droit comme ça qui est coulé dans le béton constitutionnel, ben, ça dispense d'avoir une morale, une socialité derrière ça. Ça devient une sorte d'absolu catégorique tombé du ciel comme une révélation, mais qui peut être invoqué de façon absolument sauvage contre toute autre instance sociale, culturelle, individuelle, tu vois. C'est assez extraordinaire. Ces espèces de monolithes euh, foi religieux, constitutionnel tombé du ciel et qui oriente tout autour, qui annule toutes les relations communautaires, si tu veux, C'est tous ça. les données culturelles. Dommage. Il faut que ce soit écrit, hein? Il faut que ce soit écrit et de préférence dans la Constitution. Et alors, si on a ça, on peut tout faire tout ce qu'on veut. On se cache derrière ça. On peut être aussi salaud et antisocial et destructeur qu'on veut. Si on peut invoquer un amendement constitutionnel, c'est correct. C'est ça le sacré de cette société-là, une sorte de sacré un peu arbitraire et parasite, mais en même temps, c'est celui qui fait consensus. C'est ce qui les divise, qui les unit, en fait. Oui. C'est ce qui les empêche de faire corps, qui leur permet de faire corps. Ils s'entendent pour ne pas avoir à s'accorder, tu vois, et pouvoir rester en compétition sur tous les plans, économique, politique, culturel, idéologique, personnel. Oui. Un État, au fond, solitaire dans la meute, au fond. Oui, oui. Ben, c'est le fameux livre de David Reisman, le sociologue au début des années 60, qui s'appelait The Lonely Crowd, Hmm. qui avait fait une analyse sociologique de ça. Et justement, assez fine, parce qu'il montre qu'auparavant, quand il existait encore des liens communautaires, les gens étaient inner directed, c'est-à-dire qu'ils avaient intériorisé une sorte de code de comportement moral, social, etc., qui les guidait indépendamment des circonstances. Alors que l'homme vraiment contemporain là, de la société de consommation était outer directed, hein. Il était purement dans la réponse aux stimuli extérieurs, à la merci de ce qu'on pensait de lui, hein, dans la réactivité d'adhésion ou de rejet violent des courants extérieurs de conformisme, hein, sans comprendre les principes, justement. Sans intérioriser la raison d'être des principes de l'être ensemble. C'est juste de faire corps avec le dernier état du courant social qui est complètement atomisé.
Et puis voilà, c'est avec les atomes, avec les poussières qu'on fait du ciment, hein, il faut des individus désocialisés pour faire des masses compactes. Et, Ouais, les masses qu'on veut, ouais, de toutes les formes. oui, et le génie de la société de consommation, c'est pas de faire une sorte de masse en béton comme les sociétés totalitaires, mais une masse constamment fluide et plastique qui se reconfigure autour de niches de consommation, on peut dire. Si le principe était. Enfin, c'est ce qui là, atteint son apothéose avec les réseaux sociaux, là, où tu as des niches de consommation idéologiques, esthétiques, etc., qui se coagulent comme ça, sont à la fois très, 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 très labiles, très fluides. En même temps, c'est comme de la limaille électrisée. Hein. C'est des particules qui n'ont aucune consistance propre, mais qui sont complètement qui ont une forme qui épouse constamment celle du champ magnétique, qui peut varier constamment, là, donc la limaille va suivre constamment le pourtour du champ magnétique. Elle n'a pas d'autonomie, quoi, comme l'aurait un être vivant. C'est au fond, peut-être le principe du cowboy, tu sais, c'est Mhm. le cowboy, il a son revolver, puis c'est son seul ami, puis il peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il est juste protégé par son revolver. Bon, ça ne dit pas le fait qu'il peut aussi s'intégrer dans des ensembles de façon très souple aussi, hein, mais Ben, c'est ça, il peut faire équipe pour chercher ensemble un repris de justice pour avoir la récompense. Hein. ouais. D'ailleurs, c'est très drôle. Moi, je suis toujours frappé par l'espèce d'extrême visibilité et prégnance qu'a le droit et les termes de droit dans la société américaine. Alors, une trope, si on veut, des films de cow-boys qui sont restés dans la société américaine, c'est de constituer un posse, P-O-S-S-E. C'est un terme latin, c'est-à-dire que les citoyens peuvent avoir le pouvoir d'exercer la loi notamment dans ce qu'on appelle dans le contexte des westerns un posse. Mettons, tu vas voir une bande de cow-boys qui s'assemblent pour aller chercher, pour essayer d'obtenir la récompense pour un certain repris de justice. Mais ils invoquent un pouvoir. Un pouvoir posse, ça veut dire ça en latin. Hein. Donc, pour la cour, pour la loi, ils ont le droit euh, de, de, euh, d'aller chercher un citoyen privé parce que comme ça, c'est comme le citoyen qui met en œuvre le droit, en quelque sorte. Hein. Donc, quelque chose comme ça qu'on peut voir, c'est un phénomène, ma foi, de horde ou de banditisme, peut se recouvrir de prétextes juridiques. Mais ça, c'est très unique aux États-Unis. Que ce soit même dans le langage courant, tout le monde sait exactement ce que c'est, mais au dehors des États-Unis, là, il faut expliquer. Moi-même, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne, mais ça me paraît assez typique de leur mentalité. Hein. On peut trouver quelque chose, un élément en loi, qui ensuite donne carte blanche pour faire ce qu'on veut, ignorer tous les contextes. Hein. Bon, permettre toutes les violences, tous les coups bas, comment qu'on a un permis pour cette opération-là. Ah, ça va. Ben, en fait, c'est exactement ce qu'ils font avec les armes en général. Hein. Ouais. Ou la liberté de parole, quoi. Disons, la responsabilité pour l'usage, le contexte, les conséquences, tout ça n'intéresse pas l'État et les sources de légitimité. Hein. Une fois qu'on a le droit, le passé, on peut faire ce qu'on veut dans le monde social. Dans ces paramètres-là, des moyens pour une fin qui est autorisée par la loi. C'est-à-dire qu'au moment de la conquête de l'Ouest, j'imagine que on ne pouvait pas surveiller tout le monde. Il fallait bien qu'il y ait des bulles de loi possibles quelque part. Oui, de droit de loi déléguée, hein, c'est ça qu'on voit. On voit que ça tenait au shérif qui n'avait pas un statut très assuré dans la communauté. Tu vois, c'est toujours ça le scénario des westerns. Là. La loi a toujours un statut précaire. Et puis, bon, dans un contexte où la violence peut se retourner contre lui, il n'y a pas de monopole assuré de la violence. Hein.
Et c'est pour ça que je ne sais pas qui a dit, mais c'est tellement brillant pour comprendre l'Amérique du Nord. La différence entre entre l'Ouest canadien et l'Ouest américain, c'est que dans l'Ouest canadien, la police est arrivée en premier. C'est la police montée, la gendarmerie royale, hein, c'est bon, l'uniforme rouge, là, bon, tout le monde fait confiance à la loi. Bon, il n'y a pas, il y a pas l'idée de se faire justice à soi-même. Là, tu sais, c'est absolument pas canadien du tout, ça. Alors que c'est ça qui fait que c'est ça qui fait qu'un Américain se sent américain, quoi. Oui, oui. J'ai remarqué que pour déterminer qu'un film est américain, il suffit de remarquer que toutes les, toutes les interventions des héros ou des personnages commencent par des excuses. Il commence par dire ah, je t'ai fait du mal, excuse-moi, et puis il parle. Et chacun à son tour met de côté, au fond, la possibilité de la violence par ses excuses. Mais Mais tu parles pas des films américains, là. ben, du film, des séries américaines, oui, que j'ai vu, hein, je sais pas. Ah oui, parce que justement, eux, ce qui les frappe, c'est que les Britanniques et les Canadiens sont toujours en train de s'excuser, hein, toujours. Ah bon, d'accord. Oui. Oui, 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 oui. Il y a tellement de blagues sur la politesse des Canadiens, là, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Ben, J'aurais, la définition d'un Canadien, c'est quelqu'un qui s'excuse quand on lui marche sur les pieds, tu vois. Ah bon, je savais pas. j'aimerais ça revenir sur en vous écoutant, là, j'ai vu Taylor, quand elle dit je l'ai fait pour la protéger, c'est comme si elle se mettait en position de force. Mais en réalité, elle aurait peut-être dû dire ça m'a blessé et se mettre dans une position vulnérable. Mhm. Alors je me dis pourquoi c'est si difficile de dévoiler sa vulnérabilité, de dire ça m'a blessé. Ouais, ben, dans un milieu où tout le monde a un revolver, c'est peut-être. Non, mais Non, ça, mais exagérons pas, poussons pas ça trop loin. C'est quand même le milieu adolescent. Bon, je sais qu'il y a des armes dans les écoles, là, mais c'est pas ça la menace directe. Il y a des armes non moins Ouais, blessantes que les armes à feu, hein. Et puis bon, les adolescents les connaissent toutes, et puis ils déploient leur arsenal dans ce film, hein. Alors, la c'est mort sociale. Alors, on voit ce que c'est qu'une mort sociale, en fait. C'est ça qui arrive à la pauvre fille, là, hein. Moi, moi, ça me renverse un peu de penser que probablement la plupart des adolescents sont comme ça. Parce que moi, j'ai choisi d'emblée d'être le nobody qui serait tellement en dessous de l'échelle sociale que personne ne ferait attention, hein, tu vois, ou comme fiche la paix. Mais les gens qui sont dans la game, là, hein, c'est vrai que c'est une terreur c'est ça, et ça revient dans les films américains aussi. C'est-à-dire, surtout les gangs de filles, là, puis comment elles sont méchantes les unes avec les autres en compétition constante, là, et laquelle est dans la bonne gang, puis les bandes de filles entre elles, tout simplement pour être belle et populaire, hein, c'est ça leur terme, populaire. là, je me dis, parce que je me demandais si tant que tu n'as pas été en mesure de trouver la force, si on peut dire, d'avouer ta vulnérabilité, si tu risques pas de toujours répéter la- Ben oui, c'est le cas de Samantha, au fond, qui devrait nous intéresser dans ce film-là, et on ne s'y attarde pas tant que ça, oui. Mm. Répète un peu, France. Oui, je me dis, c'est que le fait que elle, le- se montrer vulnérable, si elle avait dit ça m'a blessé, peut-être que à ce moment-là, elle était peut-être moins à risque de répéter le même comportement. Alors que en avouant, j'ai voulu te protéger, de mettre une position plutôt du côté d'une force,
Moi, je me disais qu'elle est plus à risque de répéter. Ah C'est oui, juste, ok. c'est une question que je me pose. Au moment des aveux qu'elle fait Oui, à son ami. Ok. puis je me dis, c'est pourquoi c'est si difficile d'avouer sa vulnérabilité. Ben, on peut dire que, au fond, c'est d'avouer son hostilité qui est peut-être problématique pour elle. C'est-à-dire, elle a quand même été sacrément violente Oui, sous le prétexte de vouloir protéger l'autre. Mais, euh, c'est-à-dire, elle est quand même violente et c'est sa violence qui s'est manifestée. Bon, est-ce que c'est sa fragilité qui a provoqué sa violence? Peut-être, mais, mais il y a une violence claire, là, sans retenue. oui, Écoute, oui. Mais je me dis, du côté des thérapeutes, est-ce que c'est un constat que quand on est en mesure d'avouer sa vulnérabilité, on diminue le risque de répéter? Est-ce qu'on peut plus, on a parlé beaucoup de trauma, est-ce que c'est une façon justement de sortir de la répétition du trauma? ah oui. Je dirais que oui, d'une façon d'être authentique, ça dégage, ça soulage, ça... Euh, je reviens, un terme qui était souvent employé en anglais, c'était celui de loser, hein? Comme si la grande crainte, c'était de Mhm. passer pour loser. Oui. Euh, bon, c'est ce qui arrive à Taylor avec des connotations sexuelles, évidemment, mais, mais avouer qu'on a une faiblesse au niveau de l'amour-propre au point de se venger sur sa meilleure amie, tu sais, c'est poche, hein, comme on dit au Québec. Et ben, c'est ça, mais le concept de loser, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est perdant, quelqu'un qui assure Mhm. pas, quelqu'un qui se sent pas assuré, quelqu'un qui assure pas, hein, euh, et qui doit surcompenser en prenant l'offensive de façon sournoise ou extravagante. Mhm. C'est- Donc, encore une fois, cette espèce de crainte du milieu mimétique, c'est de ne pas être dans le peloton de tête, hein, d'être de ceux qui sont laissés en arrière et qui risquent d'être à leur tour d'être stigmatisés par l'ensemble, quoi. Ne serait-ce que, c'est ça, au fond, Taylor, elle a exposé la vulnérabilité de Samantha dans l'auto, là, en ramenant sur le tapis comment elle s'était fait avoir par un garçon. Euh, et puis c'est précisément autour de cet enjeu-là qu'elle projette sur l'autre, qu'elle se venge d'avoir soulevé ça, tu vois, sous prétexte de la protéger. Mais c'est toujours, ça revient toujours ça, cette idée de pouvoir déchoir d'un statut social reconnu. Là, on est parmi les gens qui ont des amis, qui sont reconnus socialement et qui risquent de devenir rien socialement, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai, je pense que le mot loser, là, c'est c'est tellement fort dans la société, hein. Oui. Comment ils ont traduit ça en français? Je pense qu'ils ont dit loser. Ah oui. Je pense il me semble l'avoir lu, mais bon. Mais dans le combat entre la mère et sa fille, si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que il y a comme une rivalité entre la mère et la fille par rapport au père. Euh, la mère est une perdante parce que elle a divorcé, mais
Et l'enfant, qui plus est, c'est le mari qui l'a abandonné pour une jeune. Hein? Mhm. Donc, il lui est arrivé le type de mésaventure presque à la Samantha, quoi. Hein? Sa mère est dans une posture de loser, en fait. ouais, Mhm. c'est ça. Alors que Taylor est dans une posture de gagnante, même si elle ne veut pas gagner. Hein. Elle, mais bon, c'est pas- Vu qu'elle est gagnante parce qu'elle a éventuellement la possibilité d'être aimée par Scott, et par son père. Je veux dire, toujours par le père. le père, et puis par suite par Scott, je dirais. Le père étant le modèle, la triade mère, père, enfant est le modèle Mhm. de ce qui se produit avec Scott et Samantha. On pourrait dire que la mère inconsciemment donne l'ordi pour que justement elle soit plus fragile, Ouais. inconsciemment, hein. On dirait qu'il y a l'idée d'écarter, de mettre dehors, de mettre fin au collage, si tu veux. Mhm. Va voir dans le trafic, là, va jouer dans le trafic. Oui, oui, c'est vrai, c'est bon. Euh, Il y a du trafic en ligne aussi. voilà, c'est ça. Parce que le collage, ça arrive très facilement, hein, c'est pas... Mais est-ce que ça serait inconscient ou... En tout cas, le collage arrive de façon très discrète. Il suffit que deux personnes soient associées ou liées entre elles et partagent le même lieu sans alternative extérieure pour qu'il y ait un collage. Et le collage engendre par lui-même des sentiments d'hostilité pour mettre fin au collage. Je veux dire, Mhm.